Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Après avoir écrit des pièces saluées par des vagues d'applaudissements, vous signez un roman fleuve qui va faire couler beaucoup d'encre, bien qu'il ait été rédigé à l'ordinateur. Bonjour Alexis Michalik. Bonjour, bonjour. Alors Edmond, des pièces, vous êtes l'un des auteurs les plus demandés aujourd'hui en France, et même quelquefois à l'étranger. Et en même temps, vous publiez un livre, Loin, qui est un roman fleuve, on en parlera tout à l'heure. On connaît vos œuvres, on vous connaît moins. Donc, à travers vos clés d'une vie, on va essayer de vous connaître mieux à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 18 octobre 2001. Le 18 octobre 2001. Si je vous parle de l'épisode 6 de la saison 10 de Julie Lescaut avec un certain Victor. C'est drôle. D'accord, très bien. Oui, bah écoutez, moi j'ai commencé en tant que comédien, donc, Oui. donc effectivement, après le bac, j'ai commencé une fac de maths, à vrai dire, et puis finalement, j'ai trouvé un agent, j'ai passé des castings, et un jour j'ai décroché un premier tournage, j'avais je crois 5 jours de tournage avec une phrase qui était merveilleuse, je disais, moi je m'en fous, j'aime bien les burgers. Voilà. Et c'était pour un téléfilm qui n'est jamais passé, qui a jamais été diffusé, mais j'ai gagné à l'époque 10 000 francs, donc à peu près 1 500 € pour 5 jours de tournage. Et ma mère m'a dit bon, c'est bon, tu peux arrêter la fac, ça va bien se passer. Et donc j'ai arrêté, j'ai commencé à tourner, et l'un des premiers, effectivement, c'était Julie Lescaut. Et ensuite, il y a eu ça. Diane Femme Flic. Diane Femme Flic, ça vous dit quelque chose ? Bien sûr. Alors Diane Femme Flic, c'était une série avec Isabelle Otero, Laurent Gamelon, Joël Zaffarano, Vanessa Gage, et moi, en fait, j'avais passé le casting, je devais avoir 20 ans, je pense, pour jouer un lieutenant de police, et il était impérativement signalé qu'il fallait qu'il ait 28-30 ans. Et qu'il ait absolument son permis de conduire, ce que je n'avais pas. Donc je suis allé au casting en disant que j'étais en train de le passer, ce qui était totalement faux. Et finalement, ils me l'ont donné quand même. Donc j'ai eu le rôle, et à ce moment-là, j'ai commencé à essayer de passer mon permis, mais je l'ai raté. Donc au fait, c'est ma partenaire, Vanessa Gage, qui conduisait la voiture. Mais moi, j'étais super content de jouer les lieutenants de police. Et la chance que j'avais, c'est que déjà, je faisais mon métier, c'était super. Et je tournais, je gagnais ma vie. Et grâce à cet argent, j'ai pu louer ma première salle de théâtre en Avignon, Voilà. qui était le théâtre de la Condition des Soies. Vous avez monté votre premier spectacle avec une troupe qui s'appelait Los Figaros. Absolument, parce que c'était le mariage de Figaro, ou ça s'appelle Une folle journée, donc c'est le sous-titre du mariage de Figaro, le mariage de Figaro ou La folle journée de Beaumarchais. Et on l'a monté, donc c'était une version un peu déjantée du mariage, et on l'a amené à Avignon en 2005 au théâtre de la Condition des Soies, donc avec une bande de jeunes étudiants qui venaient du conservatoire du 19e, où on s'était rencontrés là-bas. Et il fallait faire une compagnie, une association, loi 1901, et donc on l'a appelé Los Figaros. Alors, ce qui est étonnant, Alexis Michalik, c'est que vous avez tourné pour la télé, mais enfant, vous n'aviez pas la télé. J'avais pas la télé, non, parce que non, on n'avait pas de télé, on n'avait pas de voiture. Mes parents étaient plutôt intello, et puis ils m'amenaient beaucoup au théâtre, ils nous emmenaient beaucoup à la bibliothèque, au cinéma, mais non, on n'avait pas de télé à la maison, ce qui me frustrait terriblement, parce que du coup, je pouvais pas regarder le Club Dorothée comme tous mes camarades. Ouais. Donc j'étais obligé d'aller squatter chez les voisins ou chez les amis. Alors, c'était dans le quartier des Abbesses à Montmartre, où il y avait des bibliothèques, où il y a aujourd'hui la dernière bibliothèque qui reçoit des auteurs régulièrement, avec une femme qui s'appelle Marie-Rose, je ne sais pas si vous la connaissez. Ah non, pas du tout, parce que moi je n'habite plus dans le 18e. Voilà. Elle reçoit les auteurs, mais comme personne, et il y a une file d'attente énorme, c'est encourageant pour les livres et pour vous. Alors, vous avez une culture un peu américaine, West Side Story, les Marx Brothers. Absolument, les Marx Brothers, West Side Story, en fait, tout simplement parce que ma mère est britannique. Oui. Donc, les films qu'on allait voir étaient plutôt des films anglo-saxons, et j'adorais les films américains, les vieux films américains, West Side Story, les Marx Brothers, mais plein d'autres. Moi, mon réalisateur fétiche, c'est Billy Wilder. Tous les ans, à Noël, on regarde soit Chantons sous la pluie, soit Certains l'aiment chaud, enfin des grands classiques américains ou anglo-saxons, ou Autant n'emporte le vent, etc. Et je suis pas très film français. Je connais moins, j'ai pas la culture des films français. En tout cas, vous avez la culture Groucho qui a dit un jour, j'adore cette phrase, j'ai englouti Platon, dévoré Spinoza à l'endroit et à l'envers, j'ai mieux compris à l'envers. Ouais, moi personnellement, Platon et compagnie, c'était vraiment pas ma tasse de thé. J'avais beaucoup de mal avec la philo, je préférais les maths. Oui, et le club théâtre du collège Jules Ferry, collège d'ailleurs où Lucie Aubrac a donné des cours après la guerre. C'est vrai. En histoire géo. Vous me l'apprenez. Je savais que Cédric Pioline est passé par là, mais alors Lucie Aubrac, j'étais pas au courant. Mais collège Jules Ferry, c'est à Place Clichy, et c'est là aussi que j'ai rencontré mon ami et producteur et co-auteur Benjamin Bellecour.
Et puis, alors que vous avez au Club Théâtre, vous avez débuté. Vous étiez un fidèle, un habitué. Absolument. De la 6e à la terminale, on montait des spectacles. Les profs de français montaient des spectacles. Madame Bru et Madame Maguin, je leur fais des bisous. Et puis moi, je faisais l'acteur, quoi. Et je me suis dit, tiens, c'est génial ce métier, faut que je continue. Alors, vous avez fait le conservatoire du 19e. Vous avez été reçu au conservatoire d'art dramatique. Oui, et vous n'êtes pas allé. Et j'y suis pas allé, non, parce que j'avais envie de faire autre chose. Le conservatoire national, c'est super, mais on passe 3 ans sans travailler, puisqu'on est dans une école. Et ça me donnait pas très envie, en fait, d'y aller au final, une fois que j'ai eu un avant-goût. Donc, j'ai préféré laisser ma place à quelqu'un et puis commencer à monter des spectacles. Oui, en découvrant la jungle avignonnaise, parce que c'est quand même un univers que vous ne connaissiez pas. Non, pas du tout. Et quand on est arrivé là-bas en 2005, ça a été ma vraie école, ma vraie formation, en fait, parce qu'on apprend à marketer un spectacle, à le vendre, à le jouer, enfin, à connaître tous les maillons de la chaîne du théâtre, quoi. Et c'est comme ça, finalement, que tout a continué. On va en reparler avec une autre date très importante, le 2 juin 2014. A tout de suite sur Sud Radio avec Alexis Michalik. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Alexis Michalik. Alors, Edmond est toujours à l'affiche, on en parlera tout à l'heure au Théâtre du Palais Royal. Il y a ce roman Loin, chez Albin Michel, et il y a des dates. Et la date suivante, c'est le 2 juin 2014. Alors, 2 juin 2014, ça doit être les Molières, ça. Exactement, aux Folies Bergères. Alors, vous recevez deux Molières d'auteurs et de metteurs en scène pour 2 pièces, ce qui est plutôt rare. Oui, c'est rare, et surtout, moi, je m'y attendais pas du tout. Enfin, tout le monde dit ça, évidemment, mais c'est-à-dire que j'ai pas eu l'étape intermédiaire. L'étape intermédiaire, je pense que c'est déjà au cours d'une carrière, ça vient au bout d'un moment d'être nommé aux Molières, et puis il y a quand même l'étape où on est nommé et on ne l'a pas. Oui. Et puis après, l'année prochaine, on espère qu'on va être nommé à nouveau, on n'est pas nommé, etc. Moi, j'ai pas eu ce suspense-là. C'est-à-dire que la première fois qu'on a été nommé, c'était pour le Cercle des illusionnistes et le porteur d'histoire. Et effectivement, on est reparti, moi, avec ces 2 récompenses et mon actrice Jeanne Arène avec la révélation féminine. Voilà, alors 2 pièces en même temps récompensées, pour moi, c'est unique dans l'histoire des Molières, Alexis Michalik. Oui, mais c'est parce que, en fait, les Molières sont arrêtés pendant 2 ans. Et pendant ce temps-là, le porteur jouait. Et donc, j'avais mes 2 pièces à l'affiche au moment où, et les 2 pièces étaient éligibles, comme on dit. Et ça a été un heureux hasard. Alors, la pièce au départ s'appelait Chasse au trésor littéraire. Non, c'était pas le titre de la pièce, c'était le sous-titre. Ouais. C'est-à-dire que c'était comme ça qu'on l'avait appelée quand on l'a créée au Théâtre 13 à Paris. Mais elle a été d'abord créée à Avignon. Vous parlez du porteur d'histoire. Oui, bien sûr. Et donc la pièce a été créée, et cette histoire s'est inspirée de vos lectures. Dumas, Monte Cristo, vous étiez un fan de toujours, Alexis Michel. Oui, absolument. En fait, j'adore le roman d'aventure, j'adore les films d'aventure, j'aime partir, j'aime voyager, enfin, j'aime en tout cas le fantasme du voyage. Et le porteur, je me suis dit, à la base, c'était quelque chose que j'imaginais pas du tout au théâtre. Je me suis dit, ça ne peut être qu'un film ou un roman, et puis un jour, le hasard a fait que mon collègue Benjamin Belcourt m'a dit, je prépare un festival, et dans un mois, il se trouve que j'ai un auteur qui vient de me lâcher, est-ce que tu peux me faire quelque chose là maintenant pour dans un mois? Et je dis j'ai une histoire en tête, je pensais pas forcément la mettre au théâtre, mais essayons et on va voir ce que ça donne. Et c'était le porteur d'histoire. Le goût de l'écriture, c'est venu comment? Très tôt, quand j'étais ado, que j'avais 13-14 ans, je pense qu'on écrit toujours parce qu'on a une faille, ou parce qu'on est un peu malheureux, ou parce qu'on a quelque chose à exprimer. Voilà, moi j'étais un adolescent, somme toute, avec une vie plutôt normale, mais bon, j'avais des boutons, j'étais un peu misanthrope, j'étais malheureux, donc je me suis mis à écrire un journal, et puis des scènes, et puis plein de choses, et puis à un moment, les boutons sont partis, ma vie a commencé à aller mieux, et je me suis dit, je vais arrêter d'écrire l'histoire de ma vie, donc je vais plutôt m'emparer d'autres histoires et continuer à les raconter, et j'ai fait ça, mais sans me dire que ça allait devenir mon métier un jour, jusqu'au jour où ça l'est devenu. Oui, sur votre passeport, on pourrait écrire Alexis Michalik, raconteur d'histoire. C'est ça, c'est comme ça que je me définis, parce que comme je touche un peu à plusieurs choses, au théâtre, au roman aujourd'hui, au cinéma, j'ai du mal à dire que je suis écrivain, puisque c'est pas le seul truc que je fais. Oui, mais prenez l'exemple de Dumas qui écrivait pour des feuilletons. Vous connaissez l'anecdote, il avait ces petits personnages sur sa cheminée pour savoir qui était vivant ou qui était mort. Quand le personnage était mort, il le jetait, la figurine, dans la poubelle. Oui, je connaissais pas. Et un jour, une femme de ménage se trompe, et une femme de chambre, elle voit les petites figurines dans la poubelle, elle les remet sur la cheminée. Et le lendemain, il pense que ces personnages sont vivants, et donc il continue à les faire vivre. Et ça paraît dans le journal La Presse. Et bien sûr, tornade de protestation, et Dumas a trouvé le moyen de ressusciter ces personnages. Ah, c'est pas mal, je connaissais pas du tout cette anecdote. Ah, c'est authentique. Dumas, il avait une vraie entreprise, que tous ces romans qu'il écrivait en même temps, c'était assez impressionnant. Je pense que Dumas, aujourd'hui, s'il avait vécu de nos jours, il serait réalisateur, il serait
showrunner, il ferait des grosses séries télé. Je pense aussi. Alors vous, la première chose que vous avez créée à Avignon aussi, c'est la Mégère à peu près apprivoisée. Voilà, c'est le deuxième spectacle après Une folle journée, ouais, effectivement. C'est une adaptation de comédie musicale de Shakespeare, de la Mégère apprivoisée. Et après, suite à notre première expérience, on s'est dit, bon, on a un spectacle avec un peu trop de monde, qui coûte... en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait vendre un spectacle, donc on s'est dit, on va faire quelque chose qu'on peut vendre. Et donc, on est parti sur cette adaptation un peu déjantée, qui était version comédie musicale. On savait pas chanter, on savait pas danser, mais on s'est dit, c'est pas grave, on va apprendre sur le tas, et on l'a joué pendant 5 ans. Oui, et ce qui est étonnant, c'est que vous pensez non seulement à l'histoire, mais au coût de l'histoire, ce qui est rare chez un auteur, Alexis Michel. Oui, mais Avignon nous force à avoir Avignon Off, en tout cas, nous force à avoir une pensée pour l'économie du spectacle, parce que le but, c'est quand même que ce spectacle se joue. Donc, si ça peut être le spectacle le plus merveilleux du monde, s'il y a 30 comédiens, personne ne va pouvoir le programmer ou l'acheter, et personne ne va pouvoir être payé. Donc, j'avais ça en tête, effectivement. Et l'autre chose que j'ai en tête, c'est que j'aime que les acteurs soient heureux. J'aime qu'ils soient heureux au plateau. Donc, si cette pièce est pour 5 acteurs, je sais que ces 5 acteurs vont être tout le temps en train de jouer, tout le temps au plateau. Donc, ils vont être vraiment utilisés à plein. Oui, effectivement, c'est une façon de les faire travailler, d'être économique, de ne pas en prendre 6 ou 7. Et il y a quelqu'un qui a beaucoup compté dans votre jeune carrière, Alexis Michalik. On va entendre sa voix. C'est incroyable à quel point je dois défendre Shakespeare. À Nice, peut-être encore plus, mais en général... Irina Brooke, la fille de Peter Brook, qui a compté pour vous. Bon, elle est franco-britannique. Déjà, elle est franco-britannique, comme moi. Oui, parce qu'elle m'a embauché quand j'avais 18 ans pour jouer Roméo dans un Juliette et Roméo qui s'est monté au théâtre de Chaillot, notamment, et qui a été produit à Vidi, Lausanne, direction René Gonzalez à l'époque. Moi, j'avais 18 ans, c'était extraordinaire de jouer ce personnage, et puis de découvrir surtout comment elle mettait en scène, et la liberté qu'elle prenait dans la mise en scène. Et j'avais une vision, j'avais que 18 ans, j'avais une vision assez scolaire de ce qu'était la mise en scène jusque-là. Et c'est elle qui m'a vraiment permis de comprendre qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, qu'on avait le droit de faire ce qu'on voulait, de rajouter des chansons, de rajouter des gags, de changer le texte, quand l'auteur est mort, ou qu'on est soi-même l'auteur. Et cette libération de la pensée m'a permis moi-même de me dire, j'aimerais bien mettre en scène quelque chose. Et c'est un peu indirectement grâce à elle que j'ai pu créer un premier spectacle, puis un deuxième, puis un troisième, etc. Alors, elle dirigeait le théâtre de Nice. Elle est partie curieusement 1 an après le début de son 2e mandat. Elle en avait marre, apparemment. Ouais, elle avait envie de repartir sur un travail de compagnie. Voilà. Et justement, la compagnie, vous aussi, vous avez petit à petit formé votre compagnie. En quelque sorte, ouais. En quelque sorte. Après, c'est une compagnie assez large, et puis on est dans un réalisme de théâtre privé aussi. Donc à chaque pièce, il y a divers producteurs et coproducteurs. Mais oui, moi je considère que tous les acteurs qui travaillent dans mes pièces sont une sorte de grande famille, une sorte de grande compagnie. Après, c'est un peu paternaliste, mais j'aime bien le croire. Oui, non, mais vous avez raison de le croire, d'autant plus qu'il y a une légende dans le théâtre. Aujourd'hui, si on n'a pas de star, on ne peut pas monter une pièce. Ouais, dans le théâtre privé. Le théâtre privé. Oui, mais c'est faux, évidemment. Et puis, je suis pas le seul à avoir des spectacles en tête d'affiche. On regarde Jean-Philippe Daguerre, on regarde Sébastien Zopardi. C'est du théâtre de compagnie. On regarde La Machine de Turing. C'est des théâtres qui sont nés en Avignon pour la plupart, et qui ont su trouver leur public parce qu'ils racontent une histoire très narrative. Et puis ils sont pas non plus dans des salles de 1000 places. Donc le spectacle peut durer. Il est dans une économie réaliste, c'est-à-dire que effectivement, quand il y a 4 ou 5 acteurs sur scène, le spectacle peut durer dans une salle de 300 places. Alors que s'il y en a 15, forcément, ça va être compliqué. Oui, mais alors c'est assez nouveau comme phénomène. Pendant des années, les directeurs ne voulaient pas entendre parler de ça, Alexis Michalik. Je ne sais pas si c'est nouveau. Moi, je suis pas là depuis assez longtemps pour juger si c'est nouveau. Ça se trouve, il y a 20, 30 ans, on pouvait sans problème monter des spectacles sans tête d'affiche. En tout cas, oui, ça revient en force. C'est une bonne chose parce que je considère que vraiment, s'il y a un type de théâtre qui doit être aidé ou soutenu, c'est le théâtre de compagnie, évidemment. Alors, la compagnie, justement, ça vous a permis de monter ce qui était impensable, Edmond, qui est le gros succès. Ça fait 4 ans que c'est à l'affiche au Palais Royal. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. Comment s'est née cette aventure, Alexis Michalik ? Edmond s'est né grâce au porteur, grâce au cercle. C'était à la base un scénario que je développais pour Légende Productions et qu'on essayait de financer et on n'arrivait pas à le financer parce que quand même film d'époque, sujet sur le théâtre, ça faisait pas rêver. Et puis un jour, j'ai dit et si je le faisais au théâtre ? Et ils m'ont donné leur feu vert et à partir de ce moment-là, on est allé chercher le Palais Royal et Francis Nani et Sébastien Zopardi ont dit c'est une très bonne idée.
l'idée, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met des têtes d'affiche ou pas? Et puis moi je venais de faire le porteur d'histoire et le cercle qui marchait très bien, et donc on est parti sur ce pari de faire une troupe de 12 comédiens sans tête d'affiche, et de prendre que des bons comédiens, et c'est ce qu'on a fait, et c'est grâce au succès phénoménal d'Edmond que le film a pu se faire finalement. Oui, alors au départ, je crois que l'idée, elle est née à Londres quand vous avez vu Shakespeare Absolument. in Love. Alexis Oui, Michalik. tout à fait. Shakespeare in Love m'a d'abord inspiré le film, puisque l'idée du scénario venait de Shakespeare in Love, le film. Et puis finalement, en découvrant à Londres l'adaptation théâtrale de Shakespeare in Love, je me suis dit, mais en fait, il faut faire Edmond au théâtre avec moins de monde que les Anglais, parce qu'ils avaient 26 personnes sur scène, je crois. Oui. Et donc 25 personnes sur scène, par exemple, même dans un théâtre comme le Palais Royal, ça n'est pas tenable. Alors que 12, ça tient. Oui, tout juste, mais ça tient. Mais en même temps, c'était un pari fou, parce que 12 personnes sur scène, c'est insensé. Et puis Edmond, c'était bon. C'est vrai que c'est Cyrano, mais personne n'avait jamais pensé à raconter la jeunesse de Cyrano et Alexis Michalik. Non, c'est un beau pari qu'a fait Francis Nani, et qu'ont fait Francis Nani, Sébastien Zopardi, et puis tous les producteurs qui sont partis là-dessus. Mais aujourd'hui, évidemment, c'est facile de dire, bah oui, c'est normal, ça allait marcher. Mais non, avant que ça démarre, on n'était pas sûr, quoi. Et moi, j'ai toujours, à chaque fois que je démarre un spectacle, vraiment, mon but, c'est que les producteurs ne perdent pas trop d'argent. Là, en l'occurrence, ça s'est bien passé, mais oui, non, c'était pas gagné d'avance. Alors, il y a Sébastien Zopardi, dont le père a travaillé avec Francis Nani, qui est l'un des plus anciens directeurs de théâtre. Il y a une anecdote, je ne sais pas si vous la connaissez. Un jour, il est à la caisse et il voit Eddie Barclay arriver avec 2 femmes en disant « J'ai des places pour le Guitry, qui était un sujet de roman avec Michel Aumont. » Il n'est pas sur la liste, il lui donne. Barclay s'endort pendant le spectacle, et à la fin, il demande à aller dans la loge parler à Jean-Claude Brialy. Il y avait un autre Guitry au Bouffe parisien. Il s'est trompé de spectacle. Et il s'est trompé de spectacle. Magnifique. Et puis il s'en est pas rendu compte. Il s'en est pas rendu compte. Incroyable. C'est Nani qui a appelé Brialy ensuite en disant « Mais t'attendais pas Barclay ce soir ?» Oui, il n'est pas venu. On comprend pourquoi. Alors, le film, ça aussi, ça a été une aventure, parce que vous avez pu la vivre grâce au spectacle. En même temps, vous avez tourné loin, et là aussi, vous avez été chef d'équipe avec une autorité totale. Oui, c'était d'ailleurs génial de la part de Gaumont et de Légende de me laisser cette liberté-là. Oui, on est allé tourner le film en République tchèque, parce que tout simplement, il nous fallait un théâtre qu'on devait pouvoir louer pendant un mois, et à Paris, trouver un théâtre en janvier où on peut tourner pendant un mois, ça c'est très très cher, puisqu'évidemment, il y a des pièces qui s'y jouent. Donc on en a trouvé un à Plzeň, en République tchèque, qui est la ville où on fait la Pilsner, et du coup, on est allé tourner tout le film là-bas. Et votre carrière de metteur en scène de cinéma, vous la devez en partie à Dominique Besnéard, qui vous a permis de faire votre premier court-métrage qui s'appelait Au sol, je crois. C'est vrai. Dominique Besnéard était l'un des producteurs de mon court-métrage. Il m'avait repéré en venant voir La Mégère à peu près apprivoisée, justement, puisqu'il présentait à l'époque les directs sur Paris Première, et on avait fait un direct de cette Mégère. Et c'est là qu'on s'était rencontrés, et qu'il m'avait dit, si t'as quelque chose, viens me voir, etc. Et avec lui et une autre production qui s'appelle Foule d'Awa, on a fait ce premier cours, puis j'en ai fait 2 autres avant de faire Edmond. Donc c'était super de les avoir. Et couvert de prix, bien sûr. Oui, ça s'est plutôt bien passé. Oui. Vous êtes modeste. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous êtes franco-britannique, mais vous travaillez avec des sujets français, avec un côté anglo-saxon, Alexis Michalik. Justement, c'est pas étonnant. C'est que quand on a plusieurs cultures, on essaie de prendre le meilleur de ces 2 cultures. Et je pense que c'est quand on arrive à faire le lien entre toutes les cultures qui nous traversent, qu'on arrive à faire quelque chose d'original. Donc oui, l'école anglo-saxonne, c'est de raconter quelque chose un peu de shakespearien, donc bigger than life, quelque chose qui raconte, je sais pas, un grand voyage un grand roman d'aventure, par exemple, alors que l'école française, c'est plutôt Molière, c'est plutôt une maison bourgeoise. Et en revanche, je fais ça avec ma sensibilité et mon amour de la langue française, de la culture française. Donc forcément, je parle d'Edmond Rostand, par exemple, mais avec un scénario qui est plus anglo-saxon que français. Vous dites être un peu hyperactif ? Oui, mais je me soigne. Bon, alors je suis pas sûr. On va en parler dans quelques instants à travers une autre date, le 5 septembre 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Alexis Michalik. Radio Les Clés d'une Vie, celle de mon invité Alexis Michalik. 5 septembre 2019, sorti de loin. Alors, premier roman, et carrément, quand je dis que vous êtes un peu hyperactif et que vous vous soignez, il y a quand même 645 pages. Oui, c'est vrai. Bon, après, c'est pas un gage de qualité qui est 645 pages, mais en tout cas, je savais que ce sujet... on les lâche pas. Franchement, on prend le livre au début, on ne peut pas le lâcher. Merci, merci. En tout cas, c'était le but. Le but, c'était de faire un page-turner. Moi, je voulais faire un bon roman d'été. Un roman qu'on lit sur la plage et qu'on est ravi et qu'on a un bon pavé et qu'on lâche pas et qu'on tourne les pages, le suspense. On arrive à la fin d'un chapitre, on se dit, j'ai quand même envie d'attaquer le chapitre suivant. C'était vraiment mon ambition
ambition de faire un bouquin justement à la Dumas, à la Monte Cristo. Bon, il se trouve que la maison d'édition Albin Michel a eu l'idée de le sortir en septembre pour le mettre en rentrée littéraire. Moi, j'étais assez... j'avais pas l'ambition d'être en rentrée littéraire. Et puis finalement, ça a payé. On est en sélection pour le prix Renaudot, par exemple, et puis 2-3 autres prix. Donc c'est super. Et oui, c'est un roman qui parle du voyage et de l'aventure et que j'avais en tête depuis très longtemps, que j'ai mis pas mal de temps à écrire. 10 ans, je crois. Ouais, je l'avais en tête depuis 10 ans et puis j'ai commencé vraiment à l'écrire il y a 3-4 ans et donc ça m'a pris 3 ans à le terminer. Mais la chance que j'ai eue, c'est que j'avais un éditeur qui était très patient, Gérard de Cortanze, à qui j'avais envoyé les 30-40 premières pages justement il y a 4 ans, qui les avait lues et qui m'avait dit c'est super, maintenant écris la suite du bouquin et on va le publier. Donc ça me donnait une motivation pour le terminer. Donc entre une répétition, un tournage, etc., quand j'avais un peu le temps, j'avançais un peu sur ce roman qui raconte la quête initiatique généalogique presque d'Antoine, un jeune homme de 26 ans qui part à la recherche de son père. Son père est parti il y a 20 ans. Il reçoit une carte postale un jour qui a été envoyée par son père et égarée par la poste pendant 17 ans. Ce qui est classique. Voilà, ça arrive. Et il part avec son meilleur ami, Laurent, qui est un aspirant journaliste, qui raconte l'histoire, qui est le narrateur de ce roman, et sa petite sœur, Anna, qui est un peu chaotique et qui se cherche, on va dire. Et les 3 jeunes gens vont partir sur les routes. Ils pensent que c'est l'affaire de quelques jours et évidemment, ça va les amener beaucoup plus loin qu'ils ne l'imaginent, d'où le titre. Oui, dans beaucoup de pays que vous n'avez pas visités. Certains que j'ai visités, certains que j'ai pas visités, effectivement. Mais il y a Internet pour ça, heureusement. Exactement, Internet permet de pouvoir se projeter dans un pays, d'arriver à déjà en connaître l'histoire, évidemment, mais aussi, grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, on peut avoir des photos modernes, actuelles, on peut avoir des vidéos, on peut voir des photos de ce qu'ils mangent, c'est plus facile de se projeter dans un endroit qu'il y a 10 ans. Oui, alors il y a plein de personnages, plein de lieux, il y a des secrets de famille. Comment on fait pour s'y retrouver? Est-ce qu'on fait comme Dumas avec ses petites figurines, Alexis Michalik? Je pense que si on lit le livre assez vite, il n'y a pas de problème. En revanche, si on le pose pendant une semaine et qu'on le reprend, c'est un peu plus difficile de s'y remettre. Il y a des gens qui font quand ils commencent à partir à la recherche de leur père, ils vont se rendre compte que le père était lui-même parti à la recherche de ses origines, et donc ils vont un peu reconstituer leur arbre généalogique. Donc il y a des lecteurs qui m'ont raconté qu'ils faisaient eux-mêmes leur arbre au fur et à mesure que l'histoire progressait, ils prenaient des petites notes, etc. Ils faisaient leur propre enquête, et puis d'autres qui le lisaient d'un trait en 2 jours, 3 jours, et donc ils n'ont pas le temps d'être perdus, et à la fin du roman, il y a un petit bonus qui est justement un arbre généalogique, mais je conseille aux lecteurs de ne pas le lire tout de suite pour ne pas être spoilé. Voilà, et de ne pas lire la fin avant le début. Alors ce qui est formidable aussi, Alexis Michalik, c'est que vous avez appris les recettes du théâtre, vous l'appliquez au roman. Les chapitres sont courts, le rythme est très important pour vous. C'est vrai que c'est un truc qui revient beaucoup. On me dit, mais il y a un sacré rythme dans ton roman, alors que le rythme, c'est le lecteur qui se l'impose. Mais oui, j'ai une obsession, je refuse l'ennui, et donc j'essaie absolument, c'est une habitude en tout cas au théâtre, que mes spectateurs ne connaissent pas l'ennui, donc j'ai une obsession de ce rythme-là. Et dans le roman, j'imagine que j'ai conservé cette obsession, et puis surtout, j'ai une façon de raconter les choses à la fois théâtrale et cinématographique, et pas très littéraire, à vrai dire. Moi, quand j'écris, j'ai envie d'écrire du dialogue, j'ai envie de raconter ce que j'imagine, ce que je vois, et moi, ce que je vois, c'est tout de suite un scénario de film. Donc ça n'est pas, en tout cas, c'est un roman qui, je pense, ne laisse pas l'ennui dans le spectateur. Oui, d'ailleurs, ce roman Loin, Alexis Michalik, devait au départ être une série télévisée. C'est ça, dans mon fantasme, il y a 10 ans, je me suis dit, tiens, ce serait super une série télé avec 3 jeunes gens qui parcourent les pays et traversent le monde, et qui est une histoire qui lie tout ça. Et que chaque épisode, par exemple, soit centré sur un pays, une nouvelle culture, et on prendrait des acteurs locaux, et ce serait super. Et puis bon, je me suis vite rendu compte que économiquement, c'était un peu ambitieux, et que moi-même, j'avais pas trop les armes pour prétendre réaliser une série pareille. Et donc, je me suis attelé à la tâche d'en faire un roman, puisque c'était le moyen le plus économique de raconter cette histoire. Oui, et puis ça peut devenir une série télé, comme Edmond. Aujourd'hui, oui. ce serait possible, oui. Et puis d'autant plus que par rapport à il y a 10 ans, aujourd'hui, les plateformes de streaming que les Netflix ou les Amazon, les Apple, etc., permettent de faire des projets qui sont multiculturels. Alors, vous avez le goût des voyages? Vous partez souvent en voyage, Alexis Michalik? Ah ouais, tout à fait. Je suis vraiment un citoyen horrible pour la planète. En tout cas, je suis vraiment pas éco-responsable, puisque je prends l'avion presque
presque, pas quotidiennement, mais pas loin, quoi. Vraiment, j'ai l'impression de vivre un peu dans un avion. Ouais. Et pourquoi? Parce que vous avez envie de voir des choses, ça vous inspire? Parce que mes activités m'emmènent un peu aux quatre coins du monde, hein, entre le film qui sort un peu partout, entre les pièces qui voyagent, entre le roman où je me balade un peu pour aller le signer à droite à gauche, et puis entre les tournages que je fais parfois en tant que comédien. Vous voyez, par exemple, hier, j'étais en train de tourner en Macédoine, je suis revenu dans la nuit, mais la veille, j'étais encore ailleurs, et au début de semaine, j'étais à Los Angeles pour un festival de films, parce que Edmond, le film sort aux États-Unis. Voilà, c'est un peu, je suis, et puis de temps en temps, quand j'ai un petit temps libre, je pars pour mon plaisir aussi. Donc je voyage beaucoup, effectivement. Je crois que c'est-à-dire les pièces sont traduites par votre mère, non? Alors ouais, maintenant, ouais, il y a des pièces qui sont traduites, parce que ma mère est anglaise, elle est traductrice d'anglais, Pamela, je lui fais des bisous. Et oui, elles sont traduites par ma mère, entre autres. Et elles commencent. Normalement, le Edmond devrait être repris à Londres en mars 2020. Ça a été créé en Angleterre et ça fait une petite tournée et ça devrait être repris dans le West End a priori là dans quelques mois. Et Intramuros aussi devrait voyager. Enfin voilà, c'est un peu le début de l'exportation. Voilà. Alors vous, dans vos voyages, et vous en parlez dans le livre, il y a un pays qui vous fascine, Alexis Michalik, c'est la Turquie. Il y a une scène qui se déroule à Vannes. Oui, à Vannes, qui est au bord d'un grand lac. Oui, enfin, ça me fascine. En tout cas, ça me fascinait. J'en avais besoin pour l'histoire. Vous savez, moi, souvent, je m'empare d'un sujet, mais ce sujet, il est là pour servir l'histoire. C'est pas forcément quelque chose qui m'est personnel. La Turquie, j'ai aucun lien personnel avec la Turquie, mais il se trouve que c'était un pays assez fascinant pour tout ce que je raconte, puisque je raconte des histoires de guerres, de conflits, de populations qui doivent émigrer. Et bon, il se trouve qu'en Turquie, il s'est passé quand même 2-3 choses qui me permettaient d'en parler, entre la Turquie, la Russie, la Géorgie, l'Arménie. Donc c'est effectivement des cultures qui m'intéressaient. Et puis ce qui m'intéressait, c'était aussi de passer d'un côté et de l'autre, du côté de l'oppresseur et du côté de l'opprimé, et de se rendre compte qu'en fait, il y en a pas un qui a raison, en fait. Si on se réfère, si on passe la frontière, on se rend compte que chacun a sa version de l'histoire. Le chat de Vannes est très célèbre, très actif. Il a l'empreinte de Dieu entre les omoplates, une tâche qui porterait bonheur. Le chat de Vannes. Le chat de Vannes. Très bien. Voilà, si vous allez là-bas, je ramènerai un chat. Voilà. Okay. Ça vous portera bonheur, mais vous n'avez pas besoin, vous avez suffisamment de joie dans votre vie. Alors, il y a une chose fascinante aussi, c'est que votre marque de fabrique, c'est un prologue dans chacune de vos histoires. C'est vrai, c'est vrai. C'est très juste, c'est très juste. Oui, c'est shakespearien, hein, le prologue. C'est dans de nombreuses pièces shakespeariennes. Il y a ce prologue de voilà, on va vous raconter cette histoire. Il y a plusieurs personnes qui font ça. Simon McBurney aussi fait souvent ça. C'est un de mes metteurs en scène préférés. Il y a un côté asseyez-vous. On est bien conscient qu'on va assister à du théâtre. On va pas faire semblant que c'est pas du théâtre. Mais dans ce prologue, souvent se cachent quelques petites informations secrètes qui feront sens à un moment dans la pièce. Et j'ai une amie qui m'avait raconté ça, qui est médecin, qui m'avait dit tiens, c'est marrant, ton prologue dans Le Porteur d'Histoire, ça ressemble un peu à un processus de préinduction hypnotique. C'est-à-dire un moment où on lâche plein de petits mots-clés dont on ne sait pas encore qu'on va les retrouver un peu plus tard. Oui, et dans le livre aussi loin, il y a un long prologue qui permet au lecteur de s'habituer à l'histoire. Oui, et qui parle du voyage et des raisons du voyage et pourquoi on voyage et pourquoi l'homme voyage à travers les temps et d'où on vient et qu'est-ce qu'on fait et où on va. Et votre livre, son écriture, doit beaucoup à celui dont on entend la voix. Today, I want to tell you 3 stories from my life. Steve Jobs, le créateur d'Apple, car vous êtes un fou d'ordinateur, d'Apple, et tout ce qui touche Alexis. C'est vrai, ouais, j'en ai beaucoup trop. Ouais. C'est de famille. J'ai eu mon premier Mac quand j'avais 14 ans, que j'ai acheté grâce à mes petites économies. Et c'était un Mac Plus, et c'est là-dessus que j'ai commencé à écrire, et depuis, je n'ai jamais arrêté. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est que Steve Jobs et Steve Wozniak ont fondé Apple, mais il y en avait un troisième au départ, Ronald Wen. Il est parti au bout de 8 jours avec $800. C'est part dans la société, et il a beaucoup regretté ensuite. C'est, j'imagine, oui. Et il y a une chose fascinante aussi, vous ne buvez pas une goutte d'alcool. Non, c'est vrai. J'ai jamais bu d'alcool, mais c'est comme ça. Hein. Je pense qu'à l'époque, ado, j'ai bu une bière et je me suis dit c'est pas très bon et j'avais pas envie d'être ivre, et donc je me suis dit je vais pas le faire, ça va me rendre un peu spécial. Je vais pouvoir dire non, moi je bois pas, ça va me rendre intéressant. Puis en fait, au bout d'un moment, on s'habitue et puis on regrette pas, quoi. Non, puis vous ne buvez pas de bière, ça vous permet de vous faire mousser autrement. Maintenant, la pièce continue, le livre est sorti. Vous allez continuer, Alexis Michalik? Je vais continuer à vivre, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. Et puis, vous vivez en permanence en écrivant? Ouais, c'est vrai. Non, oui, il va y avoir d'autres projets, bien sûr, mais j'aime bien parler des projets une fois qu'ils sont faits. Oui, il ne faut jamais en parler avant, ça porte malheur. Exactement. Mais encore une fois, vous êtes un hyperactif, je suis sûr que vous avez déjà encore pas mal de choses sur le feu. C'est possible. Et ce roman, quand vous le relisez, vous vous étonnez d'avoir écrit autant de choses si vite?
En fait, surtout ce qui est frustrant pour moi, c'est que quand je revois une pièce, je peux encore la modifier. Alors que le roman, une fois qu'il est écrit, il est écrit. Donc quand je le relis, je me dis ah mince, ça j'aurais peut-être raconté un peu, j'aurais pu faire une phrase un peu meilleure. Donc j'évite de le relire. Mais en même temps, vous l'avez relu plusieurs fois avant de le rendre. Bien sûr, évidemment, ouais, pour le corriger, etc. Mais j'étais juste tellement content de l'avoir fini que ça y est, l'objet existe, quoi. C'est pas comme s'il y avait besoin d'un entretien. Au théâtre, on a besoin d'un entretien. On a besoin de retourner voir les pièces, de faire des notes, de resserrer tel ou tel endroit. Le livre, non. Et Edmond, ça change souvent d'équipe. Oui, il y a des équipes en tournée, des équipes partout. Comment vous faites pour être partout à la fois et continuer à écrire? Ah bah moi, je ne les suis pas tout le temps, hein, évidemment. Surtout que j'ai pas qu'Edmond. J'ai 4 pièces à l'affiche, donc ce serait compliqué d'être. J'ai pas le don d'ubiquité. Donc je leur fais confiance. Je suis là quand il faut former des nouveaux comédiens. Et puis le reste du temps, justement, je me ménage du temps et je me force à me ménager du temps parce que sinon, je n'ai plus d'espace pour la créativité. Quand vous voyez votre parcours, votre jeune parcours, vous êtes surpris, Alexis Michalik? Je suis heureusement surpris. Oui, c'est sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne pensais pas du tout en être là quand j'ai commencé ce métier, quoi. Voilà. Et vous en êtes là et ça ne fait que commencer. Je rappelle donc que Edmond est à l'affiche au Palais Royal pour une durée indéterminée, tant qu'il y aura du monde. Espérons. Je ne suis pas inquiet. Et ce livre Loin, qui est un roman de rentrée chez Albin Michel et qui est un roman qui se lit effectivement comme un roman d'une traite. Voilà. Merci Alexis Michalik d'avoir participé à ces Clés d'une vie. Merci à vous. Vous revenez quand vous voulez, puisque comme vous, nous parlons vrai. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaie et nous, on se retrouve demain pour d'autres Clés d'une vie. Bonne journée, merci, à demain.